Global Forum on Adaptive Social Protection, Protecting Lives and Livelihoods in Times of Crisis. Bonjour à nouveau, bienvenue à cette conférence à Berlin. Je salue les personnes qui nous regardent en ligne et nous savons qu'il y a environ 5000 personnes qui nous regardent, donc c'est un thème très important. Le thème de la protection sociale. Donc, je vais commencer par mentionner un ministre espagnol des Affaires étrangères qui nous sert pour nos propos. Nous sommes tous en train de changer, nous avons tous beaucoup de défis et nous avons une crise triple, la pandémie, la géopolitique et la crise énergétique. Et nous avons une crise donc climatique sur la diversion, la perte de diversité, la pollution, et tous ces aspects ont un impact direct sur les vies, la survie et le bien-être des personnes, des citoyens du monde entier. Ce qui veut dire qu'il faut se poser la question de la protection sociale et donc les pays doivent être en mesure de l'offrir à leurs citoyens. Et nous, comme individus et comme pays, nous devons apprendre rapidement et nous adapter rapidement aux défis que nous avons devant nous et nous assurer que nos efforts sont mieux connectés et que les droits de base sont protégés, que les systèmes peuvent s'adapter. Et récemment, comme vous le savez tous, la pandémie de Covid nous a révélé et exacerbé la protection sociale et la brèche qui existe entre pays qui ont des revenus plus ou moins forts. Et ceci dans les pays où des systèmes de protection adaptative ont pu répondre aux défis ont été là, mais l'appui a dû être apporté plus rapidement et d'une façon plus ciblée pour assurer la résilience. Et dans ces cas-là, la résilience a été plus importante. Nous pouvons apprendre des systèmes qui ont marché et discuter et de la mise en œuvre. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue à ce forum local sur la protection sociale adaptative. Et maintenant, nous pouvons nous déplacer dans différents pays lointains. Vous êtes tous ici à Berlin, mesdames et messieurs, à cet endroit merveilleux, juste dans cette salle si belle, mais évidemment, nous avons également une communauté globale qui nous suit, qui nous regarde. Et c'est une des bonnes choses que nous a apporté le Covid-19. Nous sommes tous beaucoup plus connectés aujourd'hui. Toutes les personnes présentes, pas besoin de vous rappeler la valeur et l'importance de systèmes de protection adaptatifs. Et évidemment, vous ne serez pas là si vous n'y croyez pas ou si vous ne travaillez pas pour. Et nous avons observé que les pays qui ont un système adaptatif de protection sociale, eh bien, cela profite à leurs citoyens. Alors, pour cette protection sociale pour tous en situation de crise, je vais vous passer la parole ici à Berlin et à vous tous qui êtes chez vous. Voilà. Quelques mots d'organisation que je vais répéter à plusieurs reprises. Je m'appelle Connie Schmoch. Je suis enchantée d'être ici et je vais vous accompagner jusqu'à jeudi après-midi. Et mesdames et messieurs, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en français et en espagnol. Je remercie les interprètes de leur travail. Elles vont nous suivre pendant ces prochains jours. Je crois que vous avez tous des badges. Je vois que dans la première rangée, vous avez tous. Alors voilà, ne les perdez surtout pas, puisqu'ils contiennent une information importante. Et je vous rappelle que demain, vous devez donc nous fournir des pièces d'identité. Voilà.
Je vous souhaite donc de bien profiter des discours, des présentations. Vous pouvez les suivre également sur LinkedIn. Et si vous allez sur Twitter, vous pouvez utiliser le hashtag Global Forum ASP. Et ceci dit, mesdames et messieurs, je suis heureuse donc de passer maintenant à l'ouverture, à l'inauguration en soi de ce forum. J'ai deux dames qui représentent les deux organisations qui ont coopéré pour créer ce forum global. Et j'ai le grand honneur de vous présenter le Dr Bärbel Koffler, qui est le secrétaire parlementaire du ministère fédéral de coopération économique et de développement et qui a tenu plusieurs fonctions qui sont très liées au thème que nous allons traiter pendant ces journées, pendant les séances et les panels. Dr Bärbel Koffler, un grand applaudissement pour vous. Merci beaucoup de cet accueil chaleureux. Excellences, membres de Parlement, vice-présidente Murty, mesdames et messieurs qui êtes présents et en ligne, bienvenue à Berlin et merci de participer à cette conférence. C'est un grand honneur pour moi personnellement, évidemment, au nom de ministre Manuel Schulz, de vous accueillir ici à Berlin pour ce forum donc sur la protection sociale adaptative qui est quelque chose que nous avons à cœur auprès de tous nos ministères et nous sommes heureux de voir que vous êtes ici pour partager vos connaissances et vos expériences pour pouvoir avancer sur ce thème important. Ce forum nous a réunis pour parler des opportunités et des défis que nous avons d'élargir cette protection sociale adaptative. Et votre présidente démontre que ce thème est aussi important pour vous qu'il ne l'est pour nous ici à Berlin. Et nous en savons beaucoup sur la protection sociale. Nous connaissons beaucoup de chiffres. On regarde les statistiques. On voit que la protection sociale est l'un des instruments les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et la faim. Et nous avons des preuves de cela. Nous avons les preuves apportées par la Banque mondiale, selon qui les personnes qui souffrent davantage de la faim représentent un tiers de plus de notre population a aujourd'hui besoin d'appui. Donc, la protection sociale assure la sécurité alimentaire aux ménages et les personnes qui ont une protection sociale consument 13% plus d'aliments et sont en meilleure santé. On a vu les effets de la malnutrition pour les enfants et les conséquences que cela a sur leur vie à long terme. Donc, augmenter le nombre de calories, tout spécialement entre les enfants de la génération suivante, eh bien, c'est déjà quelque chose qui vaut la peine. Et puis, nous avons que la protection sociale aide à réduire les inégalités et encourager l'existence de nouvelles opportunités. Les instruments, disons, de ce genre ont aidé donc à refermer la brèche entre les riches et les pauvres et l'Institut donc de recherche donc et l'index Gini nous a montré donc que les inégalités se réduisent grâce à la protection sociale en 5%, ce qui a beaucoup d'effets à long terme parce que les enfants qui ont cette protection vont à l'école et sont en meilleure santé. Alors voilà, la protection sociale, ce n'est pas une question de sécurité seulement entre les personnes qui encourent le risque de la pauvreté. Comme disait notre modératrice, on a mentionné le thème de la pandémie. Alors, si nous n'avons pas appris ce qu'est la
protection sociale pendant la COVID. Alors, je ne sais pas de quel genre de crise nous aurions besoin pour comprendre son importance. Donc, la COVID nous a montré beaucoup de choses. Les pays et les sociétés ayant des systèmes de SP sont en mesure de faire face aux crises. Par exemple, au Cambodge, le gouvernement a couvert 50 000 personnes de plus en protection sociale pendant la pandémie. L'étude nous montre que ceci a évité que beaucoup de cette population soit ramenée à une situation de pauvreté. Donc, le chômage et la pauvreté, sinon, auraient augmenté d'une façon beaucoup plus aiguë et auraient eu un impact très important sur la croissance économique. Par conséquent, l'expérience montre que pendant les crises en particulier, il est essentiel que la protection sociale soit adaptée parce que ces systèmes adaptés rendent donc possible intervention en temps de crise. Les crises collectives sont le défi que nous avons tous. La pandémie de COVID-19, il y a d'autres pandémies à venir. Sûrement, il y a des catastrophes naturelles, le changement climatique, la crise du coût de la vie que nous avons dans plusieurs pays du monde. Et cela affecte une grande partie de la population et ont des conséquences économiques sévères. Dans des pays qui ont pu augmenter les allocations sociales selon les besoins et les élargir à d'autres groupes cibles, ont pu mitiger et atténuer cet impact. Et donc, les systèmes de protection sociale jouent un rôle spécial pour mon gouvernement et le ministère quand il s'agit de jeunes filles qui sont le groupe la plus touché par la crise. Les systèmes de protection leur a donné les ressources et les a rendues plus indépendantes, ce qui a bénéficié toute la société. Par exemple, si les femmes avaient les mêmes accès aux ressources financières, elles pourraient faire des investissements pour renforcer l'économie. Il y a des études scientifiques qui ont démontré ces impacts. Il y a encore 4 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, qui n'ont pas d'accès à la protection sociale. La moitié, donc, de notre population au monde. Et dans certaines régions du monde, par exemple, sur le continent africain, la partie de personnes sans protection sociale est de 83%. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne est engagée à travailler avec des partenaires internationaux pour assurer l'accès à la protection sociale pour 1 milliard plus de personnes en 2025, d'ici 2025. L'autre objectif, c'est l'accès universel à l'ASP en 2030. C'est l'un des objectifs de développement durable. Et dans notre politique, nous voulons travailler pour cet objectif avec des pays partenaires et poursuivre ce thème comme un thème étant prioritaire au niveau multilatéral. Le ministère de coopération économique et de développement donc appuie ces efforts dans la protection sociale et le Global Shield contre les risques climatiques et considère que la protection sociale est donc l'instrument utilisé pour les pertes et dommages. Alors, élargir ce système et le rendre adaptatif est de plus en plus important parce que les crises mettent un stress de plus important. Mais les opportunités offertes par la coopération internationale est en train de s'étendre et de s'améliorer. Cette conférence nous donne l'occasion de partager des connaissances et de créer des alliances, d'apprendre sur les meilleures pratiques de nos pays partenaires et d'encourager les acteurs à s'approprier et de créer leur propre système.
Et je suis impatiente de discuter avec vous tous, par exemple, la question de comment faire que la protection sociale soit plus adaptative grâce à la technologie numérique, comment parler de la protection sociale de base, comment rendre possible que les gouvernements puissent mobiliser des revenus pour financer donc des niveaux, des standards, des normes basiques. Et je suis sûre que beaucoup de questions vont apparaître pendant les groupes de travail et dans les plénières. Alors voilà, nous avons de grandes attentes, de grands espoirs pour cette conférence et je suis impatiente d'écouter les résultats de cette conférence pour pouvoir influer nos politiques là où nous aurons la possibilité de créer une différence. Alors, merci d'être ici. Merci de partager vos connaissances. Bienvenue à Berlin et bienvenue à cette conférence. Merci beaucoup, Madame Koffler. Et mesdames et messieurs, maintenant, c'est vrai que nous avons également d'autres hôtes et je suis ravie de présenter ici et de dérouler le tapis rouge ici sur scène pour accueillir et pour présenter l'intervenante qui va prendre la parole. Et j'aimerais vraiment distinguer sa carrière qu'elle a eue au sein de la Banque mondiale, Mamta Murthy, qui s'était occupée de la stratégie globale, des opérations d'infrastructure, d'opérations politiques. Cependant, aujourd'hui, elle nous rejoint ici en tant que vice-présidente de développement humain au sein de la Banque mondiale. Madame Mamta Murthy, je sais que vous avez tellement de choses dans les mains, dans votre portefeuille, mais c'est vrai qu'il y a deux aspects qui sont très pertinents aujourd'hui pour nous. C'est les pratiques globales pour l'éducation, pour la malnutrition, pour l'insertion dans le marché du travail et aussi les projets sur le capital humain. Donc voilà, maintenant nous allons faire un applaudissement pour Mamta Murthy. Excellencies, Mesdames, chers messieurs, chers invités distingués, c'est un plaisir. Je me réjouis d'être ici aujourd'hui dans cette belle ville et par un temps ensoleillé. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence mondiale sur la protection sociale adaptative. C'est un plaisir de vous accueillir et nous sommes enchantés d'être les co-hôtes. Et c'est vrai que j'ai donc une sœur jumelle, si j'ose m'exprimer comme ça. C'est vrai qu'avec la BMZ, nous avons notre sœur jumelle et nous avons également donc l'engagement de la ministre Schussler qui est absolument remarquable. C'est l'un des événements vraiment sur la protection sociale les plus importants que nous ayons organisés depuis la COVID-19 et c'est un plaisir de vous voir ici ce matin avec ces échanges informels, avec ces conversations. Je sais que nous avons également l'audience en ligne et c'est formidable. C'est vraiment le témoignage et la preuve de l'intérêt que porte tout un tas de personnes sur le sujet. Et j'espère que nous allons bien profiter des séances à venir afin de discuter de certaines choses que nous avons en tête, que nous avons peut-être pas toujours pu réfléchir et que nous pourrons rassembler parce qu'il y a vraiment tout cet élan derrière notre programme. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous vivons dans un monde qui subit des crises multiples, des crises qui se chevauchent. Et c'est très difficile de penser à des instruments afin de soutenir les personnes pour qu'elles soient plus résilientes, des instruments au-delà de la protection sociale adaptative. Et c'est pour cela, justement, qu'au sein de la Banque mondiale, nous sommes très engagés là-dessus. Pour nous, cela veut dire que chaque individu a droit à cette protection quand elle sera nécessaire, quand elle s'avérera nécessaire. Toutes les personnes doivent être protégées face à un choc. Et cela veut dire qu'aucun individu, aucun groupe ne doit être laissé pour compte. C'est vraiment les principes qui guident
notre monde en matière de protection sociale adaptative. Nous avons notre propre stratégie, cela s'appelle Campus, et j'espère que nous aurons tous la possibilité de lire là-dessus, d'y réfléchir, de donner notre retour. Et par rapport à la protection adaptative, ceci se fonde sur 3 piliers, 3 éléments qui sont vraiment importants pour nous. Tout d'abord, l'équité. Et cela veut dire que tout le monde a accès. Le deuxième principe, le deuxième pilier, c'est l'opportunité. Il est extrêmement important que la protection sociale adaptative soit l'opportunité de donner l'opportunité. Eh bien, ça doit servir pour donner un capital humain, pour fournir des compétences. Et troisième pilier, c'est la résilience, parce que il faut que la protection sociale soit un moyen pour que les personnes et les gouvernements acquièrent la capacité de gérer leurs propres réponses face au choc et de bâtir pour l'avenir. Alors, notre engagement par rapport à ce programme est très fort. Et c'est difficile de décrire ce que cet engagement comporte. Alors, je vais me référer à des chiffres parce que des fois, c'est plus illustratif. La somme totale du travail que nous faisons en matière de protection sociale couvre des dizaines de pays. J'aimerais dire des centaines de pays parce que les centaines sont un chiffre rond et très intéressant. Mais en tout cas, nous avons un portefeuille de 26 milliards de dollars afin de fournir du soutien technique ainsi que du financement au gouvernement pour qu'ils puissent répondre, pour qu'ils puissent construire les systèmes de protection sociale qu'ils ont. Voilà, c'est un agenda de longue haleine. Cela ne se passe pas d'un jour à l'autre. Et il faut vraiment agir graduellement. Mais c'est vrai que c'est ainsi que nous pourrons faire du progrès qui va être pérenne. Nous savons que les pays subissent différents chocs. Nous avons la crise climatique. Le changement climatique est présent. Et c'est vrai que nous avons des phénomènes météorologiques répétés. Et c'est très facile de parler de protection sociale comme quelque chose de différent du changement climatique. Et c'est vrai que ces deux concepts ne sont pas toujours ensemble. Mais moi, je crois que l'un des messages justement à retenir au cours de ces journées, c'est que la protection sociale adaptative et l'action climatique vont de pair. Cela va de la main. Et ceci est dû à 2 raisons. Tout d'abord, la protection sociale adaptative nous aide à répondre au choc. Et ceci inclut, bien sûr, les crises climatiques et les phénomènes climatiques. Et deuxièmement, on ne peut pas parler de décarbonisation sans parler de protection sociale, parce que nous devrons protéger les personnes quand elles tentent de s'éloigner de ce travail basé sur l'empreinte carbone. Et finalement, je dois dire que ceci ne peut pas avancer, malgré l'élan et le talent qui se trouvent dans la salle. Ceci ne peut pas avancer sans collaboration et partenariat. La collaboration et les partenariats sont essentiels afin de faire avancer notre agenda. Cela veut dire collaboration entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les cercles académiques, les systèmes multilatéraux. C'est-à-dire, c'est la collaboration vaste. Et voilà, j'espère que nous allons saisir ces opportunités de tisser des partenariats. Et puis, sur ce, je m'arrête et je vous donne à nouveau la bienvenue. Et voilà, je serai enchantée d'assister à vos discussions au cours des prochaines journées. Mamta, nous allons également vous voir au cours des discussions et des prochaines séances et des déclarations qui vont s'en suivre. Alors, merci à ces 2 dames qui ont souligné l'interdépendance de ces agendas. Et maintenant, mesdames et messieurs, je sais que vous avez tous vu un petit peu l'ordre du jour, mais nous allons y jeter un coup d'œil très bref, ce qui va se passer au cours des 3 prochaines journées. Alors, vous allez voir, je ne vais pas entrer dans le détail parce que vous avez tous ceci sous les yeux, mais en tout cas,
Nous avons les séances plénières, les 4 séances plénières. Ensuite, nous avons les blocs de construction des systèmes de protection sociale adaptative ainsi que différentes sessions parallèles qui sont donc liées à ce sujet. Et voilà, mesdames et messieurs, je suis enchantée de donner la bienvenue à la personne qui va intervenir. On va également préparer donc le tapis rouge pour cette personne. Il s'agit du Dr Stefan Dercon, qui est professeur de politique économique à l'école Blavatnik du gouvernement et du département économique au sein de l'Université d'Oxford. Stéphane, attendez un instant, je vais faire les honneurs. Et voilà, il va nous donner une vision générale sur différents aspects des systèmes de protection sociale adaptative, ce qui marche, pourquoi cela marche et comment fournir la protection à tout le monde. Stéphane unit le rôle académique ainsi que le rôle d'élaboration de politique et il s'est occupé des économies africaines pendant de nombreuses années. Il a été également responsable au sein du département britannique et il a conseillé différents ministères britanniques d'économie. Et non seulement il a l'expérience académique, mais il s'approche aussi de personnes, il parle aux personnes et ceci lui permet de faire des analyses. C'est-à-dire que non seulement il s'approche des ministres, mais aussi des personnes ordinaires. Il a vécu dans différents pays et j'allais m'arrêter ici, mais en fait son dernier livre, Why in the Global Changes of the Last 30 Years, Some developed countries have prospered while others have failed. Alors pourquoi au cours des 30 dernières années, certains pays ont prospéré et d'autres non? Eh bien, c'est son dernier livre où il s'intéresse au développement. Et voilà, et pourquoi certains pays ont pu tirer plus de profit de tout cela et d'autres non. Alors l'une des réponses, et c'est la grande surprise, n'est-ce pas? C'est la protection sociale adaptative. Voilà, je ne dirai plus. Autrefois, je vais vous voler la vedette et je vous passe la parole, Dr Stefan Dercon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est magnifique d'être ici avec nos amis. Alors, pourrais-je vérifier? Alors, qui ici aime la protection sociale adaptative? Voilà, dites-nous. Très bien. L'un des problèmes du fait de parler à un tel groupe, c'est-à-dire vous êtes déjà convertis. Alors, quel est le but que je vienne m'adresser à vous alors que vous êtes déjà des vifs supporters de protection sociale adaptative? Alors, pourquoi passer les 2 prochaines journées à convaincre ceux qui sont déjà convaincus? Cependant, je vais quand même vous provoquer un petit peu. Moi, je pense que nous avons le risque de rater des opportunités et qu'en fait, nous devons réfléchir un petit peu plus attentivement par rapport au type de protection sociale adaptative que l'on veut construire. Qu'est-ce que cela veut dire quand on construit des systèmes adaptatifs? Que faut-il faire vraiment? Et je veux vous provoquer, mais vous voyez, on pourrait dire que c'est l'un des sujets, justement, des ODD par rapport à la protection sociale. Nous avons notre ODD 1.3 qui parle de ceci. Il parle des systèmes. Et ce que je sens un tout petit peu du fait que l'Allemagne veut avoir des systèmes. Oui, mais c'est vrai que les systèmes requièrent un petit peu plus que les programmes. Et il faut penser un petit peu plus par rapport au système que l'on veut changer et que l'on veut construire. Alors, je vais me référer aux opportunités que nous avons et d'autres intervenants vont le faire aussi. Mais je veux également vous provoquer. Comme je le disais, je veux demander vraiment, est-ce que nous sommes en train d'aborder le problème de la façon adéquate? Est-ce que nous sommes en train de convaincre les gens de la façon qu'il faut?
Et là, je pense que le fait d'agir par défaut, et par défaut, je veux dire que ce que nous faisons maintenant, eh bien, je dirais qu'il faut changer un petit peu la façon de faire par défaut. Et il faut changer peut-être notre façon d'y penser graduellement. Alors, on pourrait se dire, oui, de toute façon, c'est ainsi que nous faisons, mais moi, je veux qu'on se remette en question. Et voilà, je vais parler brièvement des opportunités. Les opportunités sont nombreuses et elles ont à voir avec notre expérience. Et moi, je pense à ma propre expérience, à l'évaluation d'un programme de protection sociale au Kenya occidental. Et je parlais justement à une personne, à une dame, et avant même de commencer à lui poser des questions, elle m'a dit, « Voyez-vous, vous savez quel est le son le plus beau du monde ?» Elle a dit « ping, ping, ping ». Et on était confus, mais elle nous disait, « Oui, c'est un petit peu, vous savez, le son le plus beau du monde, c'est les gouttes de pluie quand elles tombent sur mon toit. » Alors que le ping, 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 pour nous, c'est le son du bip de notre téléphone mobile quand on reçoit un virement. Alors, pour une fois, dans le monde du développement, on ne doit pas toujours faire confiance aux histoires que nous avons entendues. En fait, Mamta Mufti a déjà fait référence au fait que nous avons beaucoup d'évidence. Mais probablement, il n'y a pas de programme ou d'intervention dans le monde en développement où l'on ait plus d'évidence aujourd'hui que jamais. En fait, nous parlons en termes de protection sociale adaptative et nous avons des données sur les virements de liquidités. Nous avons des documents, des articles de recherche sur les virements de liquidités. Et en fait, cela change les vies des personnes en termes d'opportunités, de malnutrition, dans toute une série de domaines. Il y a en fait cette action en fait qui porte des bénéfices. Et nous avons tous eu des réunions et on s'était dit oui, mais en fait, si on commence à faire des virements de toutes sortes et on commence à donner tout l'argent, eh bien, ils vont l'utiliser. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas quand on applique ces transferts, ces virements dans des sites qui en ont besoin, en fait. Et je dois dire qu'il y a peu de recherches, par exemple, par rapport aux sites qui reçoivent des aides humanitaires. Nous savons que ce type d'action nous permet de restaurer la dignité des personnes, c'est-à-dire que ces transferts d'argent vers les sites où se trouvent les réfugiés avec des programmes ciblés, eh bien, cela aide beaucoup les bénéficiaires, les destinataires. Et en fait, nous pouvons améliorer tous ces transferts par le biais des transferts digitaux, numériques, parce que ceci abaisse les coûts et ceci aussi augmente la responsabilité, la traçabilité. Ça nous permet de voir qui vraiment reçoit ces ressources. Et nous pouvons faire cela. Vous voyez, quand on travaille digitalement, on peut faire des choses remarquables. Et l'une des études les plus intéressantes dans lesquelles j'ai travaillé au cours des dernières années, c'était l'évaluation d'un programme de réponse face à des inondations, un programme alimentaire au Bangladesh. Il y a eu des inondations dans le fleuve Amuna en 2021. C'était la deuxième grosse inondation qu'ils avaient vécue. Et justement, à cause de ce problème, mais grâce au fait qu'ils avaient le porte-monnaie digital, eh bien, les familles, les ménages, nous avons pu travailler avec ces ménages et faire des virements pour les victimes des inondations. Et puis, ce n'était pas du tout le cas typique des programmes qui agissent 70 jours après que la crise s'est produite.
Cela nous a pris seulement 5 jours pour atteindre les destinataires, 5 jours après l'inondation, parce que nous avons utilisé donc, la carte hydrologique, nous avons fait tout un détail. Nous savions déjà 12 jours avant l'avènement de ce phénomène, avant les inondations, nous savions déjà que ceci allait se produire parce que nous avions suivi en amont. Et en fait, 5 jours avant les inondations, nous avons pu atteindre cette population. Et donc, il y a eu cette évidence qui nous a permis d'atteindre des groupes qui étaient autrement inatteignables. Nous avons pu montrer 15 jours plus tard, en fait, c'est normalement le moment où commencent à arriver les aides, eh bien, nous avions déjà de meilleurs indicateurs en matière de nutrition et nous avons déjà de meilleurs résultats grâce à ces virements d'argent que nous avons pu faire pour les bénéficiaires, pour les victimes de ces inondations. Et alors, en termes de protection sociale adaptative, eh bien, nous avons pu agir. Nous avons pu également faire que tout le monde puisse amener le bétail dans des endroits plus sûrs et ainsi de suite. C'est le genre de choses que nous pouvons faire aujourd'hui. Et nous avons eu une opportunité énorme parce que, voilà, ceux qui avaient des doutes par rapport à l'importance de ces systèmes, de ces nouvelles méthodes, eh bien, maintenant, ils sont convaincus. Nous avons même des rapports mondiaux, etc. Nous, on ne lit pas forcément sur la protection sociale adaptative. Et nous avons pu voir comment, lors de cette période, eh bien, ces virements d'argent en temps de pandémie, eh bien, c'était très important. 1,3 million de personnes ont pu être atteintes. Peut-être qu'on aurait pu aller plus loin. Peut-être que ça aurait pu durer plus longtemps. Mais en tout cas, c'était une action à grande échelle. C'était une action massive. Et ceci nous a permis de prendre conscience par rapport à ces systèmes. C'est très important que cela se produise. Cependant, et là, je vais donc un petit peu démolir tout ce que j'ai dit auparavant. C'est que oui, moi, je soutiens ces actions, mais il faut également se remettre en question et il faut admettre que par rapport aux besoins en protection sociale, eh bien, malheureusement, nous atteignons encore un faible pourcentage, moins que 10% d'après les chiffres de la Banque mondiale, moins que 10% des personnes, même dans les pays à faible revenu. C'est quelque chose que nous faisons bien dans les pays riches, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place dans d'autres pays parce que les systèmes ne sont pas mis en place. Les systèmes n'existent pas au préalable pour atteindre les personnes. Et aussi, très important, avec toute cette fascination apportée par les téléphones mobiles, eh bien, c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir un système digital, un système au singulier. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvions pas agir au Bangladesh. Nous avions une feuille de calcul avec les bénéficiaires, une autre feuille de calcul pour pouvoir déterminer les déclencheurs et pouvoir faire correspondre les bénéficiaires et ensuite, de façon manuelle, nous assurer que finalement ces paiements allaient se faire. Cependant, oui, c'est vrai que nous avons divers systèmes digitaux au pluriel, mais nous n'avons pas un système unique. C'est un petit peu comme si nous avions un fromage suisse avec les trous, c'est-à-dire c'est des pièces ça et là que nous avons digitalisées, mais nous n'avons pas de système digital unique au singulier. Nous n'en sommes pas là encore. Moi, je me souviens que j'avais parlé au coordinateur des secours humanitaires et j'avais dit « Où aimeriez-vous arriver ?» Et je m'étais adressée à lui dans son siège et il m'avait dit « Eh bien, vous voyez, ce serait bien d'arriver à un endroit où il y a une crise et pouvoir appuyer sur un seul bouton afin de répondre à cette crise. » Parce que c'est vrai que quand on a affaire à ces situations, nous avons des personnes qui doivent agir
dans une multiplicité de systèmes et nous ne pouvons pas toujours opérer, nous ne pouvons pas toujours mettre à jour tous les systèmes qui existent. Alors nous avons besoin d'un seul système. Et moi, je crois qu'on ne cède pas trop, en fait, quand on pense à tout ce que la protection sociale peut nous permettre d'accomplir. Moi, je suis très fan de ce que l'on peut faire avec l'assurance sociale, etc. Mais nous devons admettre qu'il n'y a pas un seul pays qui ait réussi à réduire la pauvreté extrême sans que les colonies augmentent. C'est-à-dire, les gens veulent prouver que la protection sociale aura tellement d'externalités et qu'elle amènera tellement de croissance. Mais ce n'est pas quelque chose de magique. C'est vrai que la protection sociale est cruciale, mais nous avons vu que c'est d'autant plus efficace dans les pays où d'autres choses se passent. C'est-à-dire que je sais, en fait, le Bangladesh a des cas de protection sociale par le biais d'ONG qui ont réussi. Et elle a affiché un bon pourcentage de croissance au cours des dernières années. Mais ce n'est pas la solution à tout. Ce n'est pas la solution à la situation de pauvreté. C'est vrai que ça aide beaucoup, mais ce n'est pas la solution à tout. Et il ne faut pas le présenter comme une solution à tout, parce que on pourrait penser que ce que nous faisons est énorme, mais c'est vrai qu'il faut être clair par rapport à nos possibilités et ne pas exagérer l'évidence que nous avons. L'évidence est très positive, c'est vrai, mais ce n'est pas un miracle et ce n'est pas magique non plus. Nous voulons être inclusifs dans toutes les sociétés, nous voulons fournir des opportunités, mais nous ne pouvons pas prétendre que ceci sera la solution à la fin de la pauvreté toute seule. Et puis ça se réchauffe. Maintenant, pensons à la politique. C'est-à-dire une chose que j'ai appris après avoir passé de nombreuses années dans les cercles académiques, c'est que le fait de tenter d'être le conseiller enfin, on peut avoir des ministres douteux, des ministres des Affaires étrangères comme Lévi-Strauss, mais nous pouvons dire que l'évidence est là, mais je sais à quel point il est difficile, et puis je me suis assis auprès de différents ministres. C'est très difficile de les convaincre et de convaincre aussi les contribuables. Et en fait, moi, je me souviens dans le Parlement, Boris Johnson, ce personnage qui a fait un discours où il a dit, en fait, imaginez, ils étaient en train de faire des points, enfin d'émettre des points pour voir, de jouer aux devinettes avec la quantité d'argent dont ils auraient besoin. Et c'est très difficile, vous voyez, quand vous travaillez en tant que conseiller au sein du département et que vous voyez les gros titres dans la presse quand les ministres tentent de jouer aux devinettes pour voir quels sont les besoins dans d'autres pays. C'est très difficile d'avoir à admettre cela. Et en fait, pourquoi je fais référence à Boris Johnson? Eh bien, parce que ceci est particulièrement important. Parce qu'il se passe exactement la même chose dans les pays où l'on tente de mettre en place les systèmes de protection sociale. On ne peut pas dire que l'on retrouve un ministre dans un de ces pays qui dit « Est-ce qu'on a besoin de cet argent ?» Enfin, il y a certains ministres qui se limitent à dire « Voilà, les pauvres, ils sont paresseux, il faut l'admettre. » Et il faut également reconnaître qu'en Amérique latine, quand les transferts d'argent apparaissaient, eh bien, oui, ça a marché. Ça a marché, mais c'était vraiment la seule façon aussi d'arriver au Parlement,
de ces pays. Et on a dû envoyer cet argent à des populations pauvres parce que les gouvernements n'avaient pas la confiance. Et il y a des pays en Afrique où vous aurez des schémas de protection sociale qui sont perçus par les politiques comme une forme de clientélisme. Et nous voyons dans tout le monde ces programmes qui arrivent et qui changent. Je me souviens de la recherche en Inde qui nous disait que nous étions, vous voyez, en train d'agir dans un seul village avec 27 programmes de protection sociale. Et tout ceci avec un homme politique derrière. Et ceci, eh bien, je parle d'il y a 20 ans, mais il faut reconnaître que ce n'est pas seulement le contexte social. Je vais maintenant vous parler de 3 choses auxquelles il faut réfléchir pour vraiment construire ces systèmes. Et en fait, la première chose, tout ce qui se passe dans le monde en développement, en fait, commence par l'engagement. C'est en fait ce dont parle le livre. Et pourquoi il n'y a pas de traduction en allemand, en fait? Mais voilà, c'est un livre qui parle fondamentalement, et je veux souligner cela, que la différence entre les pays qui ont du succès et ceux qui ne l'ont pas a beaucoup à voir, non pas tellement avec le Premier ministre, mais avec un consensus d'élite, avec des cercles de haut niveau dans la politique, au sein du gouvernement, dans les entreprises, dans l'académie. C'est-à-dire, cette volonté politique doit exister. Et il faut reconnaître que des fois, ce n'est pas très net. Il y a les opportunités politiques de fournir un agenda. Et le clientélisme fait partie des portefeuilles politiques partout dans le monde. Le clientélisme qui veut dire que vous voulez remercier vos électeurs. Et il faut reconnaître que cela existe. Mais c'est vrai, il y a des conditions, sinon ce serait très difficile. Mais il faut, deuxièmement, changer notre façon d'agir par défaut. Il faut construire non pas un système analogique avec tous ces éléments liés à différents ordinateurs. Il faut penser au G2P. Il faut penser au gouvernement to people, government to people, les transferts pour les personnes. Et il faut voir comment obtenir un système digital. Et ceci a trait à la protection sociale. Et ceci est plus important encore, le fait que la protection sociale digitale soit déployée afin de pouvoir l'utiliser. C'est beaucoup plus important de créer ces systèmes. Nous avons à prendre en compte ce qui a eu lieu en Inde. Les idées sont importantes parce que nous devons bien cibler notre appui. UPI, l'API, par exemple, ça va être très importante. Je crois que ça fait avancer les choses, mais comment on peut donc tirer plus de profit d'un système propriétaire? Il faut commencer à la façon dont a fait l'Inde et finalement, nous devons changer notre approche par défaut sur les finances. On ne peut pas continuer de rêver à des systèmes de plus en plus sophistiqués de protection sociale. Je suis toujours traumatisée par un calcul que nous avons fait pour un programme digital pour le nord du Nigeria, pour les mères et les petits par des transferts monétaires. Mais on s'est rendu compte que si on voulait faire que le gouvernement le fasse, alors il devait dépenser 70% de son budget sur ce programme en particulier. Donc, ce n'était pas possible. On ne peut pas créer des systèmes parce qu'on veut les avoir parfaits, mais des systèmes qui peuvent être durables et on doit penser au côté financement. Et puis, il faut penser aux choses que l'on peut apporter. Et on ne peut pas
penser à la situation donc d'il y a 3 ans. Il faut penser à augmenter le financement lorsqu'il y a des chocs ou apporter des appuis en situation de crise. C'est comme ça que l'on fait, c'est-à-dire que l'on travaille par couche et on ne crée pas un système de rien. Alors, comment on fait? Eh bien, on doit avoir un système bien adapté au contexte local, en impliquant la politique, plus un système numérique et non pas un système analogue digitalisé, c'est-à-dire un système créé en tenant compte le pays et son financement. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir concevoir un système résilient et comme cela, on pourra avoir une réponse adaptée et anticipée. Mais si l'on veut le faire à l'échelle, eh bien, il faut bien le faire. Et pour moi, ce que nous n'avons pas bien fait, c'est nous centrer sur la plomberie politique, financière, sociale. Est-ce que l'on peut faire comme ça? Alors, il faut arrêter de rêver à des programmes sophistiqués. Il faut commencer à travailler sur cette structure, sur cette plomberie, tuyauterie. Merci. Bien, mesdames et messieurs, Stéphane, vos propos ont été fascinants comme toujours, mais je voudrais reprendre ce que vous avez dit à la fin. Vous avez parlé de créer quelque chose de complètement nouveau, mais évidemment, chaque pays a son propre système de registre. On a vu donc des différences entre le nord et le sud de l'Afrique. Alors comment on va faire? Nous n'avons pas un point de départ comme ça, tout nouveau. Non, ça n'a jamais été le cas. Et il faut commencer là où on est. Mais ne faut pas sous-estimer combien ces systèmes sont limités en ce moment en Afrique, par exemple, où l'Éthiopie, où le programme est impossible du point de vue financier, ou d'autres systèmes qui dépendent surtout du financement extérieur et ne peuvent pas se poursuivre. Mais je ne souhaite pas, disons, enlever les droits aux personnes. Mais il s'agit de recréer ce que nous avons. Et ce qui est intéressant, c'est que les programmes ne doivent pas nécessairement changer. Et comme vous disiez, je ne le vois pas exactement comment on ferait. Pensez à l'Inde où les programmes n'ont pas changé. On a utilisé, les a incorporés dans un système digital. Et il faut y penser parce que la tuyauterie digitale est là et c'est à partir de là qu'on peut améliorer le système. Il y a une différence entre la digitalisation de quelque chose qui existe, où toutes les parties vont être différentes, ou plutôt travailler sur la tuyauterie et puis ajouter les programmes. Même dans nos propres pays, la façon dont nous y prenons dans nos systèmes a complètement changé. Ça ne veut pas dire que les droits des personnes leur ont été enlevés, ni leur allocation, mais c'est un système qui fonctionne, qu'on doit utiliser au lieu d'essayer d'ajouter des petits programmes par ici, par ça, et digitaliser des programmes. Et évidemment, nous sommes ici dans un contexte très spécial. Nous avons un ministère allemand, nous avons la Banque mondiale, et puis nous avons des représentants des pays, les pays où des systèmes fonctionnent. Et la question serait l'aide, l'assistance, disons, quel aspect doit-elle avoir? Nous allons changer le système. Mais quelle serait l'essence de la coopération qui marche, une coopération qui marche? L'essence de la coopération doit commencer par une appropriation locale réelle. Nous avons conçu des programmes à l'extérieur et nous tentons de les appliquer, mais ce n'est pas confortable. Ce n'est pas pratique parce qu'il y a des endroits où on se cogne contre un mur. Ce n'est pas possible. Il faut
ou dire il faut ignorer ce mur. Et alors, la coopération doit convaincre et persuader. Et je crois que la politique est là pour cela, pour créer une narrative dans ces pays, pour expliquer. C'est comme ça qu'on s'y prend. Dans des pays où il y a un engagement pour cela, eh bien, il faut simplement donner l'appui. Ce n'est peut-être pas le système parfait qu'on pourrait penser, mais dans ces pays qui se sont engagés au développement et à la protection sociale, il faut les faire participer, il faut leur permettre de s'approprier. Mais il faut s'assurer que le système soit durable pour que le suivant ministre, disons, ne l'élimine pas et le change. Alors pour nous, c'est mieux avoir une approche humble et c'est mieux de faire les choses comme ça et ne pas dire c'est nous qui pouvons changer ces pays. Non, nous pouvons les appuyer, on peut les encourager, les renforcer pour des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Alors je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sourient dans l'audience. Alors je vais céder la parole également aux personnes en ligne. Mais j'ai encore une question. Le titre de votre livre est très plein de défis. Gambling, le jeu, c'est qui doit jouer? Qui sont les joueurs? Dans ce livre, je simplifie cette espèce de cadre. Il y a certains pays où il y a une élite qui paraîtrait être en train de faire des choses qui sont cohérentes avec les objectifs de développement durable. Une des choses qu'on a appris de l'histoire, c'est que les personnes qui ont du pouvoir, eh bien, c'est un peu un jeu de jouer au développement. Parce que dans les pays qui se développent et qui avancent, il y a des changements de pouvoir, d'autres groupes qui arrivent. Et le jeu, c'est que les personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui, eh bien, choisissent la route du développement durable qu'ils savent manipuler, ils savent faire fonctionner. Et le deuxième partie du jeu, c'est la communauté internationale qui s'engage au développement. Et on ne devrait pas permettre que le parfait, disons, obstaculise, disons, de ce qui est déjà bon. Alors, ce n'est peut-être pas un système parfait, celui que l'on a conçu dans nos ministères ou dans nos universités, mais il faut tenter de faire de notre mieux et pour que ça marche dans les pays en leur donnant du conseil, en les aidant. Alors voilà, c'est un jeu de notre part peut-être, mais c'est tellement un espèce de jeu dans les pays bénéficiaires parce que le status quo est très confortable pour les personnes qui sont au pouvoir dans les pays en voie de développement. C'est pour ça que nous devons aider les acteurs qui veulent progresser en les appuyant. Alors voilà. Oui, comment profiter des efforts de SPA en vue des ODD? Et évidemment, nous avons déjà parlé de cela à plusieurs reprises dans les discours d'inauguration, mais nous avons quelques problèmes, je crois, sur ce point. Oui, l'un des points, et permettez-moi que je me répète un petit peu, il faut commencer des engagements au niveau local. Je crois que n'importe quel pays dans le monde, que on les aime ou pas, doit y avoir un engagement par rapport à ces systèmes. Et la chose qu'on devrait pouvoir faire, c'est aider donc mettre les choses à l'échelle. Ce ne sont pas les programmes que l'on doit toucher, c'est la mise en échelle. Mon expérience, quand j'ai travaillé dans l'espace digital, mais j'ai vu que dans chaque pays, tous les premiers ministres, tous les leaders de l'opposition veulent s'associer à ce genre de choses. Alors, ils sont le point d'entrée pour créer des systèmes de protection sociale. On sait que les pays qui nous demandent à l'heure actuelle, les ingénieurs qui travaillent en Inde ou en Afrique, on leur demande le conseil. Et ce qui interpelle, c'est qu'on
on demande des conseils par rapport au système G2P, gouvernement aux personnes. Et en utilisant cette tuyauterie qui existe déjà pour apporter, adapter et intégrer des systèmes de protection, disons, adaptés. Voilà. Eh bien, merci de vos éclaircissements. On vous applaudit. Merci. Oui. Bien, mesdames et messieurs, le moment est venu de résumer quelqu'un des points qu'a soulevé Stéphane. Et il a parlé d'expérience et les expériences qu'il a observées dans sa longue carrière. Et voilà, je vous cède la parole. C'est mieux si vous êtes femme comme, enfin, c'est un avantage. Mais enfin, on va parler de questions de contexte. On a parlé donc de protection sociale adaptative. On a entendu des exemples de l'Allemagne, de l'Égypte. Nous avons les expériences récoltées par la Banque mondiale. Nous avons beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils. La Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, par exemple, et les leçons qu'on a pu tirer. Alors voilà, mesdames et messieurs, sans plus, je voulais commencer par demander aux deux personnes, aux deux dames qui sont venues avant, Berthe Koffler et Mamta Nurti, de nous rejoindre de la Banque mondiale, évidemment. Je vois que voilà, vous prenez place juste au milieu de la scène, c'est fantastique. Et voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à Indy Al-Kabak, ministre donc d'Affaires sociales en Égypte, et qui va nous parler de développement institutionnel, etc. C'est à ma droite. Et 10 années à travailler pour l'UNICEF sur les questions liées aux femmes et aux enfants. Vous avez rejoint le gouvernement de l'Égypte d'abord comme ministre de Solidarité sociale, Développement, Protection sociale, évidemment. Maintenant, vous êtes ministre de Solidarité sociale. Il y a 3 ans que vous avez occupé ce poste. Voilà. Oui, je sais. J'ai parlé trop rapidement. Et voilà. Et pour vous donner une vision complète, je voulais inviter le directeur exécutif, Madame Magdalena Sepúlveda, du Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, qui a un CV très long que je vais résumer puisque elle est l'une des personnes qui en sait plus sur la fiscalité que personne n'aime. Personne n'en sait plus que vous, Magdalena. Mais évidemment, la fiscalité est liée aux questions de pauvreté, développement et droits de l'homme. Vous avez été exécutif de GICI pendant plusieurs années. Et grâce à ce rôle, vous êtes membre du Social Protection Floor. Voilà. Pardon. Normalement, je pose des questions plus courtes. Mais enfin. Voilà, on a entendu parler de la crise, on a insisté sur les brèches qui existent dans le système, Nivin. Et en 2015, l'Égypte a créé 2 programmes de transfert monétaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça marche? Et aussi, quelle est l'importance de ces programmes et comme structure? Et dans votre répertoire, quelle est la situation des femmes et des enfants? Est-ce qu'ils ont joué un rôle très important? Et en regardant le reste du panel, ce sont tous des dames. Est-ce que
femmes peuvent changer les choses. C'était une question philosophique, on l'oublie. Enfin, quelles sont les règles du jeu? Vous avez 5 minutes chacune. Vous avez 5 minutes complètes. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. C'est un honneur de participer à ce panel si distingué. Et puisqu'on parle de protection sociale, nous pensons que ça, c'est basé sur des systèmes, des structures qui doivent être claires et qui doivent s'adapter, avoir un point de vue à long terme et doit être réaliste avec par rapport au budget du gouvernement. En 2015, nous avons commencé avec le cash, avec le transfert de monnaie, mais on a continué avec le système dû à la réforme économique qui avait été entamée par le gouvernement. Alors, nous avions planifié de créer, de travailler l'aspect justice sociale. Et donc, nous avons signé un contrat nouvel entre le gouvernement et le peuple. Et nous avons créé un système MIS. C'est la première fois que nous avons un bon système basé sur des chiffres et avec une base de données solide, avec toute une série de données socio-économiques qui nous a permis de bien cibler et d'être aussi souple que possible et de mener à bien des registres continus et pour n'oublier personne, c'est-à-dire pour poursuivre les registres et pour avoir une base de données de 1,5 million de foyers. Et même si nous appuyons toutes ces personnes, nous avons, pendant la COVID, pu couvrir 2 millions de bénéficiaires pour arriver à 10,2 millions de ménages, c'est-à-dire 52% des pauvres ont été couverts. Mais ce qui est bien, c'est qu'en cliquant ce bouton, si on veut augmenter les bénéficiaires étaient rajoutés automatiquement. Alors, ça nous a aidé à augmenter le nombre de bénéficiaires en 63% et le budget a été augmenté de 12 milliards à 90 milliards, c'est-à-dire plus du double du budget. Et on a pu augmenter le budget en 800% depuis 2015. Et je crois que ce sont ces systèmes automatiques et les connexions entre le ministère de la Sécurité sociale et les autres partenaires qui ont permis ces interventions liées à la protection sociale, non seulement une question de transfert monétaire, c'est un système beaucoup plus compréhensif où nous étions connectés avec le ministère d'approvisionnement, où les ministres ont pu donner des subventions en espèces et en nature. Et les bénéficiaires de ces subventions alimentaires ont pu bénéficier également de transferts monétaires. Donc, tous les bénéficiaires ont eu ces deux genres d'allocations. Notre connexion avec le ministre de la Santé nous a assuré d'avoir un système de protection santé inclusif et une éducation également gratuite pour les 5 millions de petits qui étaient dans ces groupes de familles qui étaient couverts par les programmes de protection. Nous avons travaillé avec les universités, avec les écoles pour avoir tout genre d'éducation assurée. Nous sommes en train de créer avec les institutions religieuses et communautaires et les ONG tout un programme pour l'Égypte basé sur des transferts monétaires, des aliments, des médicaments, etc. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas visibles. Alors, nous sommes en train de créer, grâce à ce registre national qui est administré par les autorités, nous pouvons contrôler donc tous ces groupes grâce à ces bases de données. Et puisque l'on parle de digitalisation, nous avons développé un système pour enregistrer les personnes ayant des handicaps en les évaluant du point de vue médical, parce qu'il y avait beaucoup de pertes dans ce système. Ce système a été rendu automatique, mais
lorsque on a connecté nos systèmes avec le ministère de la Santé, la situation s'est beaucoup améliorée. Nous avons 1,2 million de personnes ayant des handicaps qui ont été couverts pendant le corona. Nous avons augmenté notre offre par rapport aux enfants. Et il y a une connexion entre donc la santé et la protection sociale. Et travailler avec les comités, ça c'est très important et c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé 3 lignes pour tous les bénéficiaires pendant la crise du COVID. Parce que c'est vrai que ce n'était pas facile d'arriver à toutes ces personnes. Alors s'il n'y avait pas les bons mécanismes de professionnels et l'appui d'UNICEF et la Banque mondiale, et au fait la Banque mondiale donc a commencé à travailler avec nous depuis le début du programme. Alors grâce à cette ligne de communication entre nous et les bénéficiaires, ça a été très important. Et aussi, la digitalisation nous a aidé à arriver donc aux personnes qui avaient été des travailleurs, disons, qui n'avaient pas de travail. Donc, et grâce à ce système de digitalisation et le paiement, donc, ces paiements ont été faits automatisés et nous avons augmenté donc les quantités aux retraites de 1,2% et augmenté cette somme pendant la crise. Et je crois enfin que nous avons pu créer une connexion avec les organisations internationales et des partenariats. Donc, la Banque mondiale a dirigé cela au début. Grâce à des prêts et à des assistants techniques, mais d'autres organisations nous ont beaucoup aidés, des agences des Nations Unies. Et enfin, nous avons pu développer l'autonomisation économique parce qu'on s'est rendu compte de l'importance que cela a dans la transformation, non seulement pendant la crise. Et ça permet de s'adapter aux urgences, aux polycrises, et ça permet de transformer les situations. Et j'ai ma collègue, le docteur Richard Blasting, qui est en train de diriger ce programme. Et cela permet que le micro-entreprise et ça nous permet donc de faire de la formation pour des personnes pour qu'elles puissent obtenir des diplômes, ce qui les aide à long terme. Et cela nous permet de émanciper les personnes du point de vue économique. Il ne me reste qu'une minute pour souligner la raison pour laquelle les femmes sont les plus affectées par les risques, les plus touchées par les risques et les différentes crises. Les femmes travaillent surtout dans le secteur informel et c'est elles qui souffrent donc les effets du point de vue économique. Donc c'est une double souffrance, surtout dans les zones rurales et les zones de l'Est, les femmes handicapées donc qui prennent la charge de tous ces problèmes. C'est pour ça que les cartes, les programmes doivent être mis au nom des femmes. Les cartes SIM, par exemple, les cartes intelligentes qui leur permettent d'obtenir ces transferts monétaires doivent être mis à leur nom. Si c'est elles qui s'occupent des enfants ou si elles ont des handicaps. Aussi, nous avons, du point de vue de la planification familiale, qui est devenu un problème. Donc, c'est pour ça que pendant le temps de la crise, nous offrons des outils de planification familiale gratuitement. Nous avons commencé en mettant en œuvre donc un programme pour les enfants et pour les programmes de lactation parce que avec la crise économique, disons, les plans de lactation avaient été réduits. Et puis, nous avons un programme contre la violence par le biais du plan sanitaire, parce que pendant la COVID, les femmes ont subi beaucoup de violences. Et voilà, nous avons travaillé sur ce point. Merci.
Merci beaucoup de cette énergie que vous avez déployée dans vos propos. Et voilà, vous avez parlé de choses qui existent autre part, le développement des femmes, la politique des femmes, ce sont des concepts et des idées très récurrentes. On va parler de coopération et de communication qui sont un cœur de projet que va nous expliquer Magdalena et qui va nous parler également de mécanismes de financement. Il y a plusieurs approches sur cela, mais vous voulez mobiliser des fonds basés sur la protection sociale, sur la solidarité. On a parlé de changement climatique, on a parlé de beaucoup d'autres aspects qui vous ont attiré. Et comment est-ce que vous faites passer cette idée? Comment vous expliquer comment financer tout cela? Merci pour cette question. Moi, je voudrais dire que les organisations de la société civile, les syndicats, les organismes de supervision ont fait appel à des mécanismes de protection sociale depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2008, déjà, après la crise financière globale, il y a eu ce mouvement qui a démarré. Et c'était particulièrement fort de la part des organisations humanitaires. Elles vraiment ont requis cela. Par exemple, à cette époque, j'étais le rapporteur des Nations Unies sur la pauvreté extrême et les droits de l'homme. Et avec mon collègue, le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, nous avons fait appel à un fonds de protection mondiale. Si notre appel avait été entendu de façon sérieuse, l'impact catastrophique du COVID aurait été moindre, surtout dans les pays à faible revenu. Et cela n'est pas une mince affaire. Je crois que la COVID et les crises multiples que nous avons suivies, eh bien, cela a amené un sens d'urgence. La coalisation, les espaces de la Coalition pour la protection sociale adaptative ont déjà commencé en 2012 à soutenir un mécanisme pour le financement de la protection sociale. Et maintenant, après la COVID, il y a eu des déclarations émises qui indiquent les exigences minimales d'un tel mécanisme. Et encore une fois, c'est très important et je voudrais souligner cela. Je voudrais me référer à ces exigences. On exige, par exemple, ou alors les conditions minimales qui sont requises, c'est la propriété complète du pays récipient, du système de protection sociale, l'implication du gouvernement national dans la prise de décision et comment faire les allocations, comment tout cela devrait être mis en place, et aussi les mécanismes de gouvernance. Et tout ceci est extrêmement important. C'est vraiment les conditions minimales aussi de participation effective, non pas seulement de consultation, mais aussi dans la prise de décision de la société civile quand il s'agit d'allouer des fonds. Et aussi très important de souligner le fait que tout mécanisme de gouvernance doit être aligné avec les standards de sécurité sociale existants. Et non seulement je me réfère au mécanisme de protection sociale de l'Organisation internationale du travail et à la recommandation 2.2, mais je veux souligner également les standards de droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 75 ans déjà quasiment, ce sera en décembre. Tout ceci établissait déjà l'importance de la protection sociale. Le droit à la sécurité sociale était inclus là-bas parce qu'on savait pertinemment qu'après la Deuxième Guerre mondiale, que la protection sociale était la base pour une société inclusive. Et il y a beaucoup de traités internationaux qui parlent de cela. Par exemple, la Convention sur les droits internationaux culturels avec 170 parties qui ont souligné l'importance du droit à la sécurité sociale ainsi que le droit à la santé, à l'éducation, avec des composants très spécifiques. Tout cela est critique. Et nous devons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que la prochaine crise affleure ou que la prochaine pandémie apparaisse. Nous devons agir avec un sens d'urgence.
dès aujourd'hui. Et c'est pour cela que cette réunion est tellement importante et que le leadership de l'Allemagne est très important également. Parce qu'il faut avancer, il faut mettre en place un mécanisme financier inclusif avec une bonne gouvernance afin de pouvoir gérer cet impact pour les personnes qui vivent en pauvreté et avec les chiffres croissants de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Merci, merci beaucoup. Maintenant, il va falloir être un tout petit peu plus concis par rapport à cela. Berbel, Stéphane nous a dit il y a un moment à quel point les technologies digitales sont importantes. Moi, je crois que vous avez également quelques exemples de la coopération allemande qui illustrent ce point. Oui, ça marche, oui. Nous avons des exemples par rapport à cela, c'est vrai. Mais tout d'abord, je voudrais également réfléchir à cette phrase qui dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un système parfait qui vienne de l'extérieur. Il n'y a pas de système parfait. C'est l'expérience du moins que l'on tire de notre propre système qui a déjà 150 ans. Et bien sûr, on ne peut pas non plus transférer notre système dans d'autres pays parce que c'est un système traditionnel basé sur une économie formelle. Et vous avez d'ailleurs dit très pertinemment qu'il faut aborder le secteur de l'économie informelle, c'est-à-dire on ne peut pas faire un copier-coller de notre système et l'imposer ailleurs. Ce que l'on veut faire, c'est de soutenir les gouvernements partout dans le monde qui sont en voie de mettre en place ces protections sociales de leur côté. Et aussi, par rapport au financement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ne pensez pas que je ne suis pas d'accord. Mais il faut également autonomiser les gouvernements pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre système financier. Et il y a toute cette réflexion financière et comment soutenir des systèmes fiscaux avec donc des impôts sur le revenu. Il faut réfléchir à cela. Il faut utiliser la fiscalité pour l'utiliser en faveur de la protection sociale dans ces endroits où il le faut. Donc voilà, c'est ce que nous soutenons et nous avons des exemples. Par exemple, par rapport au système fiscal, nous avons différents pays où nous donnons notre soutien avec la digitalisation afin d'augmenter les revenus fiscaux. Parce que, en fin de compte, quand on digitalise, cela amène de la clarté, de la transparence. Et puis, c'est moins facile de s'évader du système et plus facile donc d'adhérer donc au paiement des impôts. Et voilà, ça apporte de la transparence. Ça permet finalement de recueillir davantage d'impôts et que ceci soit utilisé pour la protection sociale. Aussi, la digitalisation peut jouer un rôle systématique. Je veux dire que ça ne porte pas sur un seul projet. C'est vraiment quelque chose de systématique. Je m'étais référée auparavant au Cambodge où nous avions commencé un système digital pour transférer l'argent que le pays offrait pour la protection sociale aux différents individus afin de leur donner accès de donner accès à tous les citoyens de ce pays et non pas seulement aux bénéficiaires de la protection sociale. Ceci est très important et nous avons besoin de partenaires importants. Nous avons besoin de la Banque mondiale, de l'Organisation internationale du travail, des gouvernements locaux. Nous avons 65 pays partenaires au sein de la BMZ et nous faisons des révisions aussi tous les 2 ans. Et nous agissons de façon systématique sur la protection sociale. Moi, je me suis déplacée dans de nombreux pays où il y a l'idée qui est en croissance, le fait d'avoir un système de protection sociale de leur côté. Et maintenant, en fait, il faut être à côté de ces pays, il faut fournir le soutien technique avec l'expérience que nous avons. L'exemple du Bangladesh, nous avons commencé l'année dernière et on a mis en place un système d'assurance sociale par le gouvernement pour le secteur textile.
c'est-à-dire pour les travailleurs du secteur textile. Je ne dis pas que ce soit parfait, je ne dis pas que ça puisse atteindre tout le monde, mais c'est en tout cas une approche systématique parce que nous travaillons côte à côte avec le gouvernement et nous voyons qui paye. Et finalement, il s'agit de protéger, en fin de compte, les individus. Nous voyons que les gens sont protégés aujourd'hui grâce à ce système et obtiennent des soutiens financiers en cas d'accident, par exemple. Voilà, c'est une approche systématique que l'on veut mettre en place pour construire des systèmes de sécurité sociale dans les différents pays. Et c'est quelque chose que nous faisons partout dans le monde. Et nous voulons que ça se répande. Et donc, cette digitalisation au Cambodge, comme je le disais, nous soutenons des systèmes open source, donc de sources ouvertes. Nous avons un système MIS pour atteindre les personnes les plus vulnérables, les femmes et les jeunes filles, en fait, qui sont donc les plus vulnérables, et les femmes aussi, qui sont donc les chefs de famille. Eh bien, il faut les atteindre également. Nous avons également affaire à cette brèche digitale qui existe, et il y a aussi beaucoup d'autres sujets auxquels s'intéresse l'éducation, la formation. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Mais voilà, c'est vraiment ce que l'on veut mettre en place. Aussi soutenir les idées qui sont développées dans tous ces pays, c'est-à-dire et comment atteindre le secteur informel. Je pense que c'est vraiment crucial pour la protection sociale d'atteindre ce secteur informel. L'année dernière, j'étais au Maroc et je parlais au ministère de la Finance. C'est une femme d'ailleurs, la ministre des Finances. Et ce pays, le Maroc, a ses propres idées sur le financement et des idées pour attirer des personnes du secteur informel vers le secteur formel et aussi fournir des bénéfices à ces personnes. Et nous voulons soutenir le fait que chacun ait ses propres idées. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces contributions et cette vision générale et la description. Mamta, la Banque mondiale a des emplois sur la protection sociale que vous établissez comme prioritaires. On parle également d'inclusion économique et de systèmes de travail plus efficaces. Nous avons des opportunités et c'est vrai, l'un de vos programmes s'appelle justement opportunité. Je pense que justement, la terminologie est importante. Et comment vous voyez l'avenir après la dernière décennie? Où tout était un petit peu plus freiné, comment rétablir l'élan? Merci, Connie. Merci pour cette question. Je vais également réfléchir à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Mon idée de protection sociale et de système adaptatif en tant qu'outil, eh bien, c'est justement que c'est un outil pour les gouvernements. Ce n'est pas le seul outil. Et je voudrais dire que Santiago Levy, qui est le ministre de Sécurité sociale du Mexique, excusez-moi, eh bien, Monsieur Levy dit que c'était magnifique d'avoir un programme qui a réussi à scolariser les enfants. Mais en fait, l'économie mexicaine n'était pas capable de générer de l'emploi pour ces enfants, pour l'avenir. Alors voilà, c'était non seulement les opportunités de scolarisation, mais il y a tout le reste qui doit s'en suivre. Alors voilà, je veux vraiment insister sur le fait que la protection sociale adaptative est un outil, mais ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas quelque chose qui va marcher tout seul. Et vous avez dit quelque chose d'important sur le financement. C'est le cas que la plupart des pays à faible revenu dépensent peu, trop peu à mon point de vue, en protection sociale. Et ces pays ont une mobilisation de ressources nationales faible. Et comme Barbel le disait,
Nous devons insister sur cette mobilisation de ressources nationales. Nous devons établir des priorités également et dépenser les ressources là où cela est utile. Et ce serait vraiment l'une des idées phares de la protection sociale. Et bien entendu, il faut qu'il y ait de l'argent qui arrive d'ailleurs, de l'extérieur, surtout au début, au court terme, afin de soutenir les paiements qui, disons, au cours du temps, deviendront la responsabilité des gouvernements. Alors, où est-ce que tout cela nous amène? Pour revenir à votre question, eh bien, nous aimons parler de cinq lacunes dans les systèmes de protection sociale. Nous voyons qu'il faut faire des efforts pour combler ces lacunes, ces brèches, et tout ceci requiert du temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Tout d'abord, cette brèche de la couverture, parce que la plupart des personnes pauvres ne sont pas couvertes par la protection sociale. C'est-à-dire que cela existe pour couvrir les plus pauvres, alors que les plus pauvres ne sont pas couverts. Deuxième écart, eh bien, les finances. S'assurer vraiment que les ressources nationales ou que les impôts nationaux sont recueillis, et ceci est important. Et puis ensuite, il y a trois autres lacunes qui sont importantes, et cela m'évoque les opportunités. Le but des systèmes de protection sociale sont de fournir une base, mais aussi de permettre un élan, de permettre des opportunités, de donner l'accès à l'emploi. Et c'est pour cela que l'on parle eh bien, il y a un pays qui a un programme appelé Forza, et il y a donc ce soutien qui permet les individus de se connecter au marché du travail, d'être formés, d'avoir des connaissances en technologie ou en outils digitaux. Par exemple, au Niger, enfin, c'est un pays où les programmes sont fortement étudiés. Nous parlons de petites sommes d'argent qui sont fournies à des personnes, normalement des femmes. Et dans le monde rural, au Niger, eh bien, on reçoit cet argent, on peut aller en ville, au marché, acquérir quelques biens et les revendre dans votre village, ce qui va vous permettre de faire un petit profit et de racheter aussi d'autres biens à tour de rôle en ville. Et puis, les bénéficiaires de ce programme, et j'ai eu d'ailleurs l'opportunité de le voir l'année dernière, vous devriez voir à quel point cela transforme leur vie. Alors voilà, c'est le genre de lacunes auxquelles je faisais référence. C'est le fait de recevoir des ressources afin de vous permettre d'entreprendre. C'est la brèche que ces programmes sociaux doivent combler. Et aussi, je vais me référer à la flexibilité parce que ces programmes doivent être plus souples. Ils doivent répondre à des circonstances qui changent. Et donc, voilà, plus de flexibilité et une meilleure livraison de ces programmes. Le fait de pouvoir livrer à échelle. Moi, je vois les programmes de protection sociale qui devraient tenter de combler ces 5 brèches. Le financement, la couverture, l'opportunité, la flexibilité, le développement de la livraison. Merci de nous avoir parlé de ce cadre de façon systématique. Madame la ministre, si je puis vous poser une question que vous vous posez sans doute toutes d'ailleurs. À quel point les gouvernements disent, voilà, c'est vraiment la bonne voie à suivre, parce que on a commencé en 2015 avec ces programmes et vous avez toutes dit que cela prend un certain temps. Mais y a-t-il eu des changements et puis d'autres priorités ont-elles été acquises? Et aussi, les femmes aussi se comportent de façon différente. Et que s'est-il passé, en fait? Quel a été ce changement? Eh bien, moi, je crois que la vision des femmes, c'était justement de faire le rapport entre la micro et la macroéconomie. On pense toujours à la protection sociale comme quelque chose qui
agit en suivant des politiques et des fois, on peut prendre des voies différentes et subir les conséquences de ces programmes. Mais il faut aligner tout cela dès le début. Et c'est justement ce qui s'est passé en Égypte. Il y avait un programme de réforme économique qui se produisait de façon constante, mais malheureusement, avec la COVID-19 et ensuite l'Ukraine et la guerre russe, eh bien, je dirais pas que ça s'est arrêté, mais il y a eu un ralentissement. Et au début, ce n'était pas le cas. Et le gouvernement était en faveur de la protection sociale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, il y a de plus en plus de transferts et d'argent, mais on n'a pas réussi à terminer ce programme. On n'a pas pu vraiment atteindre tout le monde. Mais je vois quand même que les chiffres sont croissantes. Et en fin de compte, il faut avoir une vision. Quelle sera la façon de transformer et qu'est-ce qui va nous permettre cette mobilité sociale et cette mobilité économique? Parce que le fait de faire des transferts d'argent ne va pas permettre que les gens changent. Et c'est pour cela que la réforme économique et financière se produit dans le pays. Mais en ce moment, il y a des découpes. Et notre réforme, elle est alignée aussi avec une réforme légale, une réforme du système des pensions, une réforme aussi de la loi pour les personnes handicapées. Nous tentons d'aligner tout cela avec une vision basée sur les droits et sur la protection sociale. Donc voilà, tout ceci maintenant devient de plus en plus mature, mais il y a également des défis parce que ce n'est pas facile du tout de mettre ceci en place. Et nous défendons tous la protection sociale, mais aussi pour le monde de l'entreprise. Cette autonomisation des pauvres n'est pas toujours attirante parce que cette autonomisation, cela demande un certain temps aussi pour donner les compétences aux personnes les plus pauvres et puis il faut faire un suivi très proche. C'est-à-dire il faut faire le suivi et de très près des personnes autonomisées parce que le fait d'augmenter la quantité d'argent n'est pas la solution toute seule. Et puis, ceci devient de plus en plus coûteux parce que il y a également les investissements qui interviennent. Et il n'y a pas seulement le côté social. C'est-à-dire que il y a une sorte de retrait de la part des sources de contribution pour cette protection sociale. Et c'est pour cela que nous avons un problème. C'est pour cela que notre secteur informel est en croissance. C'est la capacité ou incapacité de nos institutions parce que les buts sont trop élevés et puis tout va très, très vite. Il y a tellement de choses qui sont digitalisées et il y a aussi les serviteurs la quantité donc de serviteurs du secteur public qui doivent également s'adapter à toutes ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils. Mais ce qui compte en fait, c'est que tout le monde lève la voix et les femmes, par exemple, elles ont voulu défendre leurs droits aussi, les femmes avec des handicaps, et elles veulent être autonomisées et être également acteurs et non pas récipients de tout ceci. Merci, merci beaucoup. En fait, j'apprécie énormément votre énergie. Si vous puissiez transmettre toute cette énergie absolument partout. Et oui, là, on souligne le besoin d'un meilleur alignement pour la protection sociale. Et nous avons cité certains aspects. La coopération internationale est importante, nous l'avons entendu. Et comment voyez-vous, quelle est la vision donc de la coopération avec les stratégies et les partenaires? Eh bien, je dois dire que, en fait, c'est un sujet tellement vaste et c'est tellement important que moi, je dirais qu'il n'y a aucun pays qui puisse résoudre tous ces problèmes seul. Et on ne peut pas non plus le résoudre malgré la coopération. C'est-à-dire il faut être vraiment très humble par rapport à toute cette question.
Il faut être humble aussi par rapport aux résultats de la coopération ou aux possibilités de la coopération. Mais en tout cas, la coopération est nécessaire et il faut chercher des partenaires. Et il faut des approches multilatérales. C'est vraiment la façon d'agir. Nous devons bien entendu trouver une inertie pour que les finances internationales marchent. Nous avons besoin de la Banque mondiale en tant qu'institution financière partout dans le monde. Nous avons besoin donc de la Banque mondiale de notre côté. Nous avons besoin d'autres partenaires, de partenaires avec les compétences techniques, avec la capacité. Nous avons également besoin des pays partenaires. Nous avons besoin du système des Nations unies. Et ceci sera la partie positive de tout le système, de nous permettre de travailler ensemble, de soutenir des programmes spéciaux, d'amener, de rassembler les partenaires. Moi, je suis très contente que la Banque mondiale et l'OIT aient de bonnes conversations à l'heure actuelle par rapport à tous ces sujets. C'est vraiment la façon de rassembler les partenaires et de fournir du soutien. Nous travaillons aussi avec la Banque mondiale dans des pays comme le Rwanda et l'Ouzbékistan par rapport à tous ces sujets. Et nous devons donc avoir cette pensée trilatérale. Nous travaillons aussi avec UNICEF, ceci a été évoqué auparavant, dans des pays à des contextes fragiles et qui ont besoin d'une approche probablement différente. C'est-à-dire que nous travaillons avec différents partenaires à échelle internationale et nous devons générer le plus grand impact possible sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons bilatéralement. Et aussi, bien entendu, nous avons des discussions politiques avec nos pays partenaires, non seulement sur les besoins. Moi, j'ai l'expérience, d'après beaucoup de pays partenaires, à quel point ils voient maintenant que l'importance de la protection sociale. Après, la question reste comment faire, comment financer tout cela, comment développer donc le côté digital, voir aussi oui, les besoins et atteindre tout le monde, non pas les 10% du secteur formel, mais vraiment le secteur informel. Donc voilà, c'est quelque chose que nous pouvons offrir additionnellement avec de l'assistance technique. Et bien entendu, sur le court terme, ce soutien financier, il faut construire un système qui soit basé sur les possibilités financières du pays. Ça ne peut pas toujours venir de l'extérieur. Il faut penser aux ressources du pays et ça doit être développé à l'intérieur du pays. Et c'est quelque chose que nous voulons vraiment souligner. Et les programmes de digitalisation sont très utiles aussi. Avant, on parlait des revenus, du financement. C'est important et une bonne gouvernance financière est cruciale pour tous ces États parce que il faut que ce soit clair pourquoi on recueille ces impôts et où vont ces impôts du contribuable. Mais il y a aussi tellement de secteurs additionnels et puis on parle, voilà, l'énergie, l'éducation. Il y a tellement de secteurs qui sont laissés pour compte et qui demandent de la coopération bilatérale. Eh bien, je pense, Magdalena, que voilà, c'était très utile. Là, je vais vous demander quel est le rôle de la société civile dans tout le processus. Et peut-être, si vous voulez nous parler aussi, et c'est la deuxième question, d'après votre point de vue, où se trouvent les obstacles principaux pour étendre cette protection sociale dans différents pays? Il y a plusieurs obstacles que partagent les différents pays. Je peux peut-être tenter de les résumer en 3. L'un, c'est le manque de sensibilisation par rapport aux obligations liées aux droits humains. Dans les législations discriminatoires au niveau national, la protection des données, la confidentialité, la privacité, le privé, la vie privée, ça, on ne peut pas les laisser en dehors du système de protection sociaux. Ils sont discriminatoires
Il ne permet pas l'accès de beaucoup de personnes dans beaucoup de pays. Et maintenant, on parle de digitalisation, eh bien, la protection des données et la protection de la vie privée. Eh bien, si ces programmes vont être adressés aux personnes qui vivent dans la pauvreté et on ne peut pas recevoir le programme et on ne peut pas leur assurer la vie privée, eh ben, ce n'est pas possible. Il faut respecter leur vie privée également. Ça, c'est quelque chose de très commun. Et je crois que dans cette salle, il y a d'autres avocats des droits humains comme moi-même. Parce qu'il faut s'assurer que les équipes soient interdisciplinaires. On doit avoir des personnes liées, disons, aux droits humains qui s'impliquent dans ces programmes. Le deuxième obstacle qu'a mentionné Stéphane dans sa présentation, c'est le stigme très ancré par rapport aux personnes qui vivent dans la pauvreté, tout spécialement quand on crée des programmes de transfert de monétaire. Je vais vous mentionner un livre, Donner de l'argent aux pauvres, mais on n'a pas besoin de ce genre de programme, disons conditionnel, parce que ça limite donc les ressources des personnes qui travaillent chez elles. Donc, ce sont des programmes liés à des conditions, mais très souvent, ils font obstacle à l'accès des femmes et l'accès égal des femmes aux programmes et aux soins et aux aides. Donc, si nous devons avoir appuyé les groupes donc de classe moyenne, nous avons besoin de ce genre de conditions, mais il faut également changer le comportement de la société. Ça, c'est très important du point de vue des droits de l'homme. Et le troisième obstacle, pour conclure, je le résumerai comme le manque de coordination ou d'harmonisation entre les différentes institutions travaillant dans le domaine de la protection sociale. Le gouvernement, les ministères des droits de la femme, du bien-être social, et bien le ministère des Finances et même les engagements réalisés par le ministère des Affaires étrangères par rapport aux droits humains ne sont pas considérés dans la conception. Et très souvent, on a vu que dans de nombreuses organisations des Nations Unies, par exemple, et d'autres institutions financières internationales, il y a un manque de coordination. Et l'Organisation internationale du travail, l'UNICEF et d'autres se sont engagés à avoir une approche des droits humains dans la protection sociale. Et jusqu'à quel point tous ceux qui apportent une assistance technique dans ces organisations sont sensibles et conscients de ces engagements et de leurs implications. Nous savons que parfois, il y a eu des divergences d'opinion ou d'approche entre différentes institutions financières internationales et l'Organisation des Nations Unies qui mettent en œuvre des programmes de protection sociale. Alors, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Nous avons besoin de volonté politique, nous avons besoin d'augmenter la couverture apportée par les systèmes de protection sociale partout. La protection sociale et ces systèmes doivent être financés et je vais éclaircir ce point, surtout par la mobilisation de ressources nationales. Beaucoup de pays à revenus moyens ont la capacité d'augmenter leur espace fiscal pour le faire ainsi. Ils devraient le faire. Et ça, c'est la différence entre les MDG et les SDG. Les MDG sont basés sur la coopération internationale. Les SDG, les ODD, donc donne beaucoup d'importance à la mobilisation de ressources nationales. Et ça, c'est un point clé, mais il y a certaines législations dans certains pays qui ne permettent pas étendre la couverture et changer des programmes spécifiques ou des projets, comme on l'a dit, en système s'ils ne reçoivent pas d'une aide technique internationale. Et aussi, pour quelques pays à revenus moyens, si ces pays reçoivent des aides qui respectent la propriété et leur politique, eh bien, elles seraient en
ils seraient en meilleure situation de mobiliser leur propre espace financier et d'impliquer donc leurs citoyens pour développer des systèmes de protection sociale. Oui, vous avez mentionné les ODD et également tout le monde considère qu'on ne reste que 7 années pour 2030. Il nous reste 7 années pour arriver à ces ODD-là de 2030. Alors, quelle serait la contribution par rapport à la crise écologique, la guerre dans certaines régions du monde, des pays qui n'avaient pas connu la guerre pendant très longtemps? Alors, comment est-ce que les systèmes sociaux de protection sociale adaptative peuvent contribuer donc à arriver donc à ces ODD? Je crois que la protection sociale adaptative va être très utile pour atteindre plusieurs ODD. Mais pour revenir un petit peu plus en arrière, je voudrais mentionner et attirer votre attention qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ont beaucoup de connaissances sur ce qui est en train d'avoir lieu et qui peut aider au pays à étendre cette SPA. C'est quelque chose que nous ne faisons pas nous-mêmes comme Banque mondiale, mais nous pouvons contribuer avec d'autres. Alors, je j'appelle Ugo Gentilini et Common Andrews qui est dans la salle parce que nous travaillons beaucoup sur les opportunités et comment combler cette brèche. Nous travaillons beaucoup là-dessus et en sorte, nous avons créé un compendium de tous les programmes du monde entier, pas seulement financés par la Banque mondiale, mais également par les ONG, les gouvernements qui travaillent là-dessus. Alors, il faut vraiment se pencher là-dessus. Et nous élaborons chaque année également ce qu'on appelle l'état ou l'état des lieux sur la protection sociale pour voir ce qui a lieu dans le monde entier. C'est une grande ressource pour tous. Et nous avons quelque chose qui s'appelle le manuel donc de exécution protection sociale. Alors voilà, toutes les questions que vous n'avez jamais osé demander. Alors allez-y, lisez cela parce que ça peut vous aider pour justement aborder ce problème de la brèche d'exécution. Alors voilà. Allez visiter le site World Bank Social Protection où vous en saurez plus. Nous avons déjà parlé de climat et l'importance de l'association adaptative pour faire face au choc climatique. Et ici, je veux revenir à ce que j'ai dit dans mes remarques précédentes. Nous devons penser à l'SPA comme outil pour l'adaptation et pour l'atténuation. Il y a une tendance à penser que c'est une question d'adaptation, mais il faut penser à l'atténuation également. Et je crois que tous qui pensons et qui croyons au changement climatique devons considérer SPA comme un outil pour l'action climatique et non pas séparer ces deux concepts. Je voulais également mentionner donc la mobilité internationale du travail parce que c'est très important dans le monde entier. Là où on en va, eh bien, il y a des élections. Dans mon pays, aux États-Unis, c'est vraiment un thème très chaud. Et nous avons lancé donc le rapport sur le développement du monde, sur les migrations et les sociétés. Et nous pensons vraiment que la conversation sur les migrations doit changer. On doit rétablir c'est quelque chose que l'on doit repenser au niveau des pays destinataires et des pays, disons, d'origine. Beaucoup des migrations qui ont lieu, eh bien, ont lieu dans les pays à revenus moyens. Et les pays à revenus moyens et les pays, disons, sont ceux qui reçoivent les plus de personnes ayant migré. Il faut penser à l'importance d'adapter le SPA comme faisant partie de l'intégration des réfugiés et de cette conversation sur la mobilité des travailleurs. Vous savez, je ne veux pas lancer beaucoup d'objectifs comme ça, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir
en vue de la mobilité des travailleurs, du changement climatique, de la croissance du nombre de réfugiés. Il faut vraiment penser à rendre ces outils plus flexibles pour, disons, remplir les besoins actuels. Voilà. Je terminerai pour dire que le monde est vraiment complètement à côté de la plaque pour, disons, atteindre les objectifs de développement durable dus aux multiples crises qui ont survenu. Je crois que tous ici, nous devons appuyer et soutenir, disons, les parcours qui nous mèneront avec les ODG. Je crois que notre groupe travaille là-dessus et j'espère qu'on va pouvoir tous travailler ensemble là-dessus. Et ce n'est pas parce que nous n'ayons pas atteint les objectifs ODD qu'on va arrêter de tenter de le faire. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai encore une demande à vous faire de la part d'un membre du panel parce que je vais oser commencer une phrase que vous allez terminer. On n'en a pas parlé en avance. Mon organisateur m'a dit qu'on doit terminer à temps. Mais, mesdames, je crois que vous vous en connaissez dans ce genre de jeu. Mais je vais vous demander dans 3 ans, d'ici 3 ans, virgule, point, la protection sociale pour tous est, eh ben, on y est arrivé, on a pu faire, non, je plaisante. Non, je voudrais bien. Est-ce que quelqu'un d'autre ose-t-elle nous dire dans 3 ans où elle voit la protection sociale adaptative en Égypte du point de vue de l'investissement de ressources, de capital humain et de communauté pour pouvoir atteindre la protection sociale? C'est une question donc d'investissement. Et Magdalena, dans 3 ans, moi, je prendrai une approche positive et je dirais que dans 3 ans, la couverture des programmes de protection sociale vont s'étendre d'une façon considérable dans le monde entier. Merci beaucoup. Mamta, vous êtes la voix de la raison et vous avez des Alors voilà, dans 3 années, BMZ et la Banque mondiale vont organiser encore un événement comme celui-ci à Berlin. Et toutes les connexions et les contacts que nous avons faits sur la protection sociale adaptative vont avoir eu comme résultat un progrès pour arriver à atteindre cet objectif de la protection sociale pour tous. Merci, mesdames, pour ce point final. Merci à vous tous de bien vouloir applaudir notre panel. Magdalena, Dareh, Manta, Idine, merci beaucoup à toutes. Et avec cela, mesdames et messieurs, eh bien, à l'audience qui nous suit en ligne, je vous rappelle qu'il y aura une autre partie qui va commencer ce soir et j'espère que nous allons pouvoir nous rejoindre à 13h30. Je parle donc à notre comité en ligne, à qui je remercie. Global Forum on Adaptive Social Protection, Protecting Lives and Livelihoods in Times of Crisis.